Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène en Normandie, dans une petite ville qui m'est très chère. Il s'agit de Honfleur. Nous allons lire ensemble l'incipit de mon roman Le Cabanon jaune, paru aux éditions de la Rémanence. Septembre 93, Honfleur. Il y avait du beau monde ce jour-là à l'embarcadère. Le concours de belote mensuel touchait à sa fin et tout ce que la ville comptait de marins s'était donné rendez-vous au bistrot. Une rouelle de porc et une bouteille de calvados étaient en jeu, mais attention, de la vraie goutte fournie par la ferme des Bellamy et non pas de celle que l'on vendait aux Parisiens venus chez nous le temps d'un week-end pour souffler et se remplir les poumons d'iode. Depuis midi, les esprits s'étaient singulièrement échauffés. Quand vous rentriez là-dedans, une odeur de fumée vous saisissait à la gorge. Cela sentait l'Amsterdamer et le tabac brun, la pomme et la sueur. Les visages étaient rougis par la chaleur et les verres qui s'enchaînaient. On picolait pas mal à l'embarcadère. Il fallait bien faire marcher la boutique et Pierrick Lemeur savait s'y prendre. Dans l'arrière-cuisine, pendant ce temps, Charlotte, la compagne du patron, véritable cordon bleu, surveillait une blanquette de veau qui mijotait pour l'occasion. Affalé sur le comptoir, un ivrogne cuvait, tentant parfois de relever la tête comme pour se donner une contenance. Mais c'était pour replonger aussitôt. On pouvait le croiser là tous les jours, c'était un habitué. Tout à l'heure, quand il n'en pourrait vraiment plus, il serait raccompagné chez lui. Yvon ne conduisait plus. Sa voiture sans permis était devenue trop étroite pour lui, rempli qu'il était d'alcool et de ressentiment. Il avait fini par la revendre pour emménager dans une chambre à proximité du bar. Ancien pêcheur, vivant de sa pension et aussi de la générosité des autres, il attendait. Personne ne savait trop quoi, ni qui. Ou plutôt si, sa femme peut-être, sa Suzanne, une fille du pays partie un jour avec un bellâtre représentant en cuisine. Oui, la gentille Suzanne s'était lassée des nuits sans sommeil, à se ronger les sangs, à interroger un réveil, à surveiller le bruit de la clé dans la serrure. Un jour, elle en avait eu assez. À chacun son tour de faire le guet. Yvon avait eu beau lui dire qu'elle attendrait aussi son représentant en cuisine et ses costumes, rien n'y avait fait. Depuis, quand il n'était pas installé sur le banc devant la lieutenance, c'est qu'il était à l'embarcadère, la jetée étant trop loin désormais pour ses jambes fatiguées. C'était donc devenu son banc, et les Orfleuret avaient fini par le surnommer le lieutenant. Ce serait d'ailleurs là qu'on le retrouverait quelques années plus tard, raide mort. En attendant, quand on lui demandait comment il allait, il répondait invariablement «J'attends». Désormais, il faisait un peu partie du décor, autant en tout cas que le sol en tomates, les nappes rouges à carreaux, le calendrier des pompiers accroché derrière le comptoir, sur lequel on trouvait les horaires des marées. Celui des postes avec une photo du Bélème avait également sa place. Charlotte, collectionneuse, veillait à ce qu'il n'y ait pas de jaloux. Sur la porte des toilettes, un petit poulpeau en train d'uriner sur un mur. Enfin, dans un cadre, un article d'Ouest France relatait la récupération d'un bébé phoque dans les filets de Pierrick, le patron du bar, ancien pêcheur, lui aussi. On riait fort du côté du zinc et on levait allègrement le coude aussi. Les blagues fusaient, chacun y allait de sa grivoiserie. Certains même n'hésitaient pas à pousser la chansonnette de ces chansons qui parlent de filles blondes que l'on trousse et de la mer que l'on prend. Par contre, plus on s'approchait des tables, plus l'ambiance s'alourdissait. Cela devenait sérieux et on était prié de respecter le silence. L'instant était crucial. On jouait depuis le début de l'après-midi, c'était la dernière donne. Une de ces tables, au centre de la pièce, retenait particulièrement l'attention. Deux femmes contre deux hommes, et pas n'importe lesquels. Le patron, Pierrick Lemeur, et Jean Lebon jouaient contre Chloé Lebon, la fille de Jean, et Madame Deleu, Pierrette de son prénom, la directrice de la maison de retraite La Source, atmosphère électrique. On entendait les cartes claquer sur la table, comme autant de coups de trique, et la concentration faisait se mordre les lèvres. Une grimace déformait le visage de Pierrick. Il n'avait jamais supporté perdre, au point que certains refusaient même de jouer à sa table. Belote, rebelote et capot. La jeune femme bondit de sa chaise en criant, les yeux rouges, les yeux brillants, elle exultait. Triomphante, elle tapa dans la main de sa partenaire et, après l'avoir levé en direction des malheureux adversaires, vida cul sec son verre de pommeau, le calva c'est pour les hommes, entamé au début de la partie. Les deux vieux compères se renfrognèrent. Le public baissait la tête.
Certains, plus téméraires, osèrent cependant des félicitations. Il n'y a aucun mérite avec le jeu qu'elles ont eu. Même un gamin aurait réussi. Allez, parrain, ne fais pas ta mauvaise tête et reconnais que nous avons été meilleurs, répondit Chloé, dans un clin d'œil en le narguant un peu. Mais dites-moi, Pierrick, ne seriez pas vous mauvais perdant? Ne seriez-vous pas mauvais perdant? S'amusa Madame Deleu. Seul Jean Lebon sourit et félicita les deux femmes de bonne grâce. Allez, Pierrick, il faut reconnaître qu'elles ont bien joué et qu'elles méritent leur victoire. Il se tourna vers le comptoir. Charlotte, tu peux me préparer un café, s'il te plaît? La marée arrive, je sors. La nuit va être magnifique. Tu as vu le ciel? J'emporte ma gamelle et ton riz au lait. Je préfère partir plus tôt. Plus vite parti, plus vite rentré, n'est-ce pas, jeune fille? Cette dernière lui lança un regard noir. Elle avait toujours détesté le voir sortir seul la nuit, mais il ne voulait rien savoir, s'obstinait. La mer était avant tout une affaire d'hommes. Les femmes, bien trop bavardes, faisaient fuir le poisson. Il avait beau dire sur cela sur le ton de la plaisanterie, Chloé savait qu'il pensait ce qu'il disait. Et pourtant, elle savait se taire. Laisse-moi t'accompagner, s'il te plaît. Certainement pas. Après cette défaite cuisante, j'aspire à un peu de solitude, répond-il dans un sourire. Et puis à 73 ans, je revendique tout de même le droit de sortir sans avoir à demander l'autorisation à ma fille. D'ailleurs, je ne serai pas vraiment seule, avec toutes ces étoiles qui me tiendront compagnie. Et puis ta mère est fatiguée en ce moment. J'aimerais que tu restes près d'elle. Tu veux bien dormir à la maison cette nuit? Je partirai plus tranquille. Peut-être pourras-tu la décider à venir goûter à la blanquette de Charlotte? Madame Deleu se leva dans un grand bruit de chaises. Bon, moi je vais rentrer à la source. Mes pensionnaires vont avoir bientôt besoin de moi. Je propose que l'on se retrouve bientôt pour la déguster, cette rouelle de porc. Je vous invite tous à la source et, sait-on jamais, Pierrick aura peut-être envie de prendre pension. Au milieu des rires, elle revendit son manteau, une pelisse incroyable tout en fourrure à la limite du mauvais goût. Mais curieusement, rien ne surprenait quand il s'agissait de Pierrette Deleu. Rien ne choquait vraiment non plus. C'était une originale et on avait fini par l'adopter. Elle n'était pas donfleur, il avait fallu du temps. Ne vous inquiétez pas, Charlotte, je plaisantais, ajouta-t-elle à la vieille dame dans un clin d'œil. Je vous laisse votre Pierrick, il est bien trop grincheux pour moi. Un silence gêné plana. Ici, on ne présentait jamais ouvertement Pierrick et Charlotte comme un couple. On disait Pierrick et Charlotte, certes, mais ils n'étaient pas mariés. L'excentrique Pierrette ne parut pas s'apercevoir de ce léger trouble et sortit, après avoir allumé un cigarillo, sous le regard mi-amusé, mi-réprobateur de l'assemblée. Charlotte amena son café à Jean avec l'incontournable bonbonne en terre cuite remplie de calvados. Celui-ci la refusa d'un geste de la main, jamais avant de prendre la mer. Enfin, il se leva à son tour, alla décrocher son ciré de la patère, tira sa casquette de sa poche et se l'enfonça sur la tête. Après avoir embrassé sa fille sur le front, il sortit dans une quinte de toux qui ne manqua pas de la faire grimacer. Il toussait de plus en plus, mais bien sûr, refusait de consulter. Il n'y avait que les malades qui se soignaient. Dans le port l'attendait le Cyrano, son chalutier. Il n'avait pas encore traversé la rue que la jeune femme le rejoignait pour un dernier baiser, qu'elle implora comme une gamine. Cette nuit, je ne serai pas loin, au large de Peine de Pie. Tu n'as donc pas à t'inquiéter. Tu sais, je suis heureux que tu aies gagné ce soir. Je suis fier de toi. Tu m'avais promis que tu arrêterais. Et puis tu n'as pas dormi cet après-midi. Oui, maman, lui répondit-il en souriant. Bientôt, c'est promis. En attendant, allez, l'écluse est ouverte, rentre et va retrouver ta mère. Et je t'interdis d'aller sur la jetée, tu prendrais froid. Ne t'inquiète pas.